Alors bonjour, je vous propose que nous commencions. Je suis Catherine Rivier, je travaille dans le laboratoire ID à l'Université de Genève avec Emmanuel Sander. Merci d'être présente pour ce symposium intitulé « Résoudre pour apprendre », qui va être question de regard croisé autour de la résolution de problèmes, donc en mathématiques. Et 4 communications. La première par Ingrid Clarac qui travaille à l'Université de Lille, avec Bruno Villette notamment. Ensuite, une communication avec moi-même et Emmanuel Sander. Puis Stéphane Favier et Sylvie Copé du laboratoire d'images, ici même à l'Université de Genève. Et nous clôturerons avec l'intervention de Cécile Allard de l'Université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. À tout de suite. Oui, alors, pardon, Sylvie, vous m'avez dit. Ce qu'on vous propose, c'est de garder les questions générales ou de fond pour la fin du symposium et de réserver, on va quand même réserver quelques minutes entre chaque intervention pour répondre aux questions de précision, d'incompréhension précisément sur la présentation qui vient d'être faite, si ça vous va comme ça. C'est un principe directeur. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est moi qui ai l'honneur de débuter. Donc je suis Ingrid Clarac, je suis doctorante et je suis également conseillère pédagogique dans une circonscription en éducation prioritaire. Voilà, et donc c'est moi je me charge de présenter le travail que nous menons avec Bruno Villette et Michel Fayolle sur la résolution de problèmes arithmétiques. Alors, pour débuter et pour vous amener un petit peu à notre question de recherche et au dispositif et au protocole qu'on a mis en place, je vais apporter quelques éléments de littérature. Alors, on sait qu'il y a un rôle très important des dimensions socioculturelles dans les résultats et les trajectoires des élèves et qu'elles impactent notamment la résolution de problèmes arithmétiques et ce... dans tous les pays concernés et à tous les niveaux scolaires. Voilà. Depuis plusieurs dizaines d'années, de nombreux travaux ont été conduits pour identifier l'origine de ces difficultés et on a 2 variables qui ont été plus particulièrement étudiées, alors notamment le calcul des opérations et la compréhension. Concernant le calcul des opérations, on sait qu'on a des contributions plutôt faibles des habiletés calculatoires et pourtant, quand on analyse le comportement des élèves face à un problème, on se rend compte qu'il y a une focalisation sur les données numériques. Maintenant, si on regarde la compréhension des énoncés, on sait qu'il existe des fortes corrélations entre performance en résolution de problèmes et compréhension. Et en plus, la compréhension est fortement impactée chez les élèves de milieux défavorisés. Au niveau des interventions, de nombreuses études ont été mises en œuvre et sont encore centrées sur la théorie des schémas et beaucoup moins sur l'utilisation d'un modèle mental. Mais il est vrai que depuis quelques années, la compréhension commence à être utilisée comme un levier pour améliorer les performances en résolution de problèmes. Voilà, donc l'ensemble de ces éléments m'amène à vous présenter donc notre entrée, qui est de privilégier l'activité de compréhension des élèves. Et de ce fait, on prévient le risque de focalisation initiale sur les données numériques. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Dans un premier temps, on assure le traitement de la compréhension. On favorise l'élaboration du modèle mental, notamment en faisant reformuler les élèves, en leur demandant de faire des paraphrases, des simulations avec des gestes. Puis ensuite, on passe à la schématisation, mais la schématisation non pas prototypique, mais une schématisation qui est objet d'apprentissage. Vous avez une petite illustration ici, parce que c'est vrai que ça peut questionner qu'est-ce qu'on donne en fait aux élèves. Donc, dans cette première phase, les élèves reçoivent ce texte. Alors, il est parfois lu par l'enseignant. Ils reçoivent ce texte. Vous avez donc l'idée
Voilà ce que cela peut donner. Et voilà en dessous, vous avez une photo d'un cahier d'élèves avec la schématisation qui a eu lieu après la phase de paraphrase et de simulation avec les gestes. Et ensuite, une fois que cette phase de compréhension, qu'on a bien assuré la compréhension auprès des élèves, ensuite, on propose aux élèves le texte avec des données numériques en vue de la résolution. Voilà. Là, sur le côté, vous avez un texte classique. Les élèves viennent poser les nombres dans le schéma et il y a une résolution. Et notre hypothèse est que faire travailler la compréhension des énoncés avant d'introduire les données numériques devrait favoriser la réussite et réduire les inégalités. Alors, au niveau de la méthode, on a recruté des classes dans le département du Nord, à peu près 2 tiers en éducation prioritaire et 1 tiers hors éducation prioritaire. On a 780 élèves qui sont répartis à moitié-moitié entre CM1 et CE2, et on a 2 groupes. Un groupe expérimental et un groupe contrôle actif. Alors, le groupe expérimental et le groupe contrôle actif, parce qu'on a un groupe contrôle actif qui met en œuvre quelque chose. Ce n'est pas juste un groupe contrôle qui est témoin, où on laisse faire, où on n'a aucun contrôle dessus. On leur confie les mêmes problèmes qu'au groupe expérimental. La seule chose qui change, c'est que le groupe expérimental met en œuvre la démarche dont je viens de vous parler, que je viens de vous exposer, et le groupe contrôle actif, lui, continue à mettre en œuvre la démarche classique de l'enseignant. Je vous expliquerai tout à l'heure que pour avoir quand même du contrôle sur ce qui se passe dans les classes contrôle actif, en plus des problèmes mis en œuvre, on a des visites d'observation dans ces classes pour justement essayer de qualifier quelque part la mise en œuvre de l'enseignant. Alors, au niveau de la mise en œuvre sur le terrain, on est sur une démarche classique d'apprentissage avec pré-test, entraînement et post-test. L'entraînement a lieu 12 semaines. Sur les pré-tests, on évalue donc une épreuve de problème qui sera... et une autre épreuve de problème sera proposée au post-test. Et en plus, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, on évalue d'autres compétences. On évalue la compréhension, on évalue le calcul, on évalue l'estimation. Voilà, on a tout un panel de choses pour avoir une idée globale de notre population. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est en milieu écologique. Donc, pour bien, quelque part... contrôler, puis avoir mieux expliqué nos résultats, on met en place des visites d'observation, mais également des visites de suivi du protocole dans les classes expérimentales, ce qui va nous permettre de réajuster aux besoins. Voilà. Les enseignants du groupe contrôle actif suivent une formation à la banque de problèmes et les enseignants du groupe expérimental reçoivent la formation à la démarche. Une particularité, c'est qu'on implique plusieurs niveaux d'acteurs, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi des conseillers pédagogiques, et on fait avec eux des temps de régulation et de bilan. Voilà. Alors, dans les résultats que je vais vous présenter, trois résultats. Les indicateurs qu'on utilise, c'est l'évolution des notes entre pré-test et post-test, et également on regarde l'évolution de la variance, qui nous permet de regarder comment finalement évoluent les écarts entre les élèves. On aura plusieurs niveaux d'analyse, le groupe, le milieu, mais également, puisque notre hypothèse de recherche, c'est le niveau en compréhension, c'est la compréhension, on est allé regarder un peu plus finement ce qui se passe en fonction du niveau en compréhension. Alors, un premier résultat qui est quelque part, c'est le résultat global, sur l'évolution des notes entre pré-test et post-test en fonction du groupe et du milieu. On a un effet de groupe. Donc là, dans tous les graphiques que je vais vous présenter, on a le groupe expérimental qui est en orange, le groupe contrôle actif qui est en vert, et quand on a une analyse avec le milieu, vous avez l'éducation prioritaire qui est toujours de ce côté-là et hors éducation prioritaire de ce côté-là. Alors, on mesure la différence. Donc, vous verrez sur les graphes, c'est l'évolution de la note Z. On mesure la différence de la moyenne des notes Z entre le pré-test et le post-test. Et là, au niveau donc sur ce résultat-là,
on a un effet de groupe, un effet du milieu et pas d'effet d'interaction. On a un groupe expérimental qui progresse plus que le groupe contrôle actif sur le groupe total en milieu REP et non REP. Et ce qu'on a en plus, je vous l'ai mis sur le graphique, en REP, le résultat est significatif. Maintenant, si on regarde la variance en fonction du milieu, alors ici vous avez la différence de variance entre le post-test et le pré-test, ce qui veut dire qu'un résultat négatif, ça veut dire que les différences diminuent. Le résultat que l'on a, alors là c'est sur le milieu REP, uniquement sur le milieu REP, on a une réduction des écarts dans le groupe expérimental et un accroissement de ces écarts dans le groupe contrôle actif, vous voyez il est dans l'autre sens. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on est allé creuser un petit peu plus, on est allé un petit peu plus loin parce que notre hypothèse, on est sur la compréhension, d'accord ? Et on voulait aller voir finalement qu'est-ce qui se passe en fonction du niveau en compréhension. Est-ce qu'on fait progresser finalement plus les élèves qui sont faibles ou pas ? Voilà. Donc ici, on a donc constitué des groupes sur la base, donc on a constitué un groupe de faibles, un groupe de moyens, un groupe de forts, voilà, avec qui sont donc équivalents sur la mesure en compréhension, et on a vérifié que sur les problèmes arithmétiques, ils sont également équivalents. On a un effet du groupe et un effet d'interaction groupe niveau en compréhension. Vous voyez que les faibles, on a une progression significativement plus importante chez les faibles et les moyens, chose qu'on n'a pas chez les forts. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, donc là, on a croisé, on est allé regarder finalement, et avec le milieu. Donc, on regarde en fonction, donc là, dans le graphique, vous avez faible, moyen, fort, faible, moyen, fort en éducation prioritaire, faible, moyen, fort en éducation prioritaire, et on a un résultat significatif, une progression significativement plus importante des faibles dans le milieu REP, dans le groupe expérimental. Voilà, donc pour conclure, si je récapitule tout ce que je viens de vous présenter, la démarche permet aux élèves du groupe expérimental, et plus particulièrement des classes d'éducation prioritaire, d'améliorer leur performance de manière significativement plus importante qu'avec une démarche classique, alors qu'ils sont placés dans les mêmes conditions au niveau des problèmes et au même rythme. La démarche sans données numériques réduit les écarts en éducation prioritaire, tandis qu'une démarche classique tend à les creuser. Le résultat sur la compréhension, l'effet d'interaction, c'est que plus le niveau en compréhension des élèves est bas et plus la démarche améliore les performances comparativement à une démarche classique. Et en REP, la démarche permet aux élèves les plus faibles d'améliorer significativement leurs performances, contrairement aux élèves de même profil dans le même milieu, dans la condition contrôle. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques références. J'ai mis des remerciements parce que ça a impliqué beaucoup de personnes dans le département. Et j'ai juste mis un petit complément, mais ça, je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est des exemples de schémas, parce que la particularité de ce qu'on met en œuvre, alors il y a les gestes et l'appui sur la compréhension, mais également c'est le fait qu'on accompagne les élèves, que les enseignants accompagnent les élèves pour les faire progresser dans leur schématisation. C'est-à-dire qu'on a des schémas qui évoluent. Comme ici, vous pouvez le voir, je fais juste une petite sélection. Mais aussi, on a des schémas et des représentations qui sont très diverses. Ce qui permet aux élèves d'avoir quelque part une certaine... comment dire, en fonction du problème, ils n'utiliseront pas forcément les mêmes schémas voilà, en fonction de la situation. Ça les outille un petit peu plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé. Portait sur quels énoncés dans la banque de problèmes, oui. Quelles notions étaient travaillées, oui. Et quels choix étaient faits pour cette banque d'énoncés.
Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on est sur, quelque part, on est sur les recommandations du moment, c'est-à-dire ce sont des problèmes, on propose aux élèves tous les types de problèmes, additifs, enfin, selon la catégorie, oui, je vais pas dire comme ça, selon la catégorisation de Riley, Greno-Heller, ou plus connue, la catégorisation de, comment est-ce qu'il s'appelle, de Vergniaud, voilà. Donc là, on balaye tous les types de problèmes. On a organisé cette banque en 6 paliers, de manière à ce qu'elle soit progressive. Toutes les 2 semaines, les enseignants recevaient un nouveau palier. Il y a un rebrassage, tous les types de problèmes sont à chaque palier. Et en plus, on l'a complexifié avec, quelque part, en fonction est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'univers des élèves ou pas? Est-ce que, voilà, on a le nombre d'étapes aussi. Voilà, on a différents niveaux de complexification pour avoir quelque chose qui soit spiralaire, mais qui soit... mais on rebrasse quand même tous les types de problèmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Alors là, on est sur CE2, CM1. Ouais. Ils ont eu un module de formation, donc ça a été 2 heures de formation, et après, alors ça a été lors des premières visites de suivi du protocole, parfois, donc c'est moi qui suis allée dans les classes, et alors j'y suis allée très vite, j'y suis allée dès la première semaine, ils ont pu avoir un temps d'échange avec moi pour être sûr qu'ils rentrent bien dans la démarche, parce que certains étaient un peu à côté. Voilà, parce que ça les a beaucoup déstabilisés. Et donc, il y a eu ce temps d'appropriation. Et puis après, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est aussi dans l'interaction avec les enseignants. C'est-à-dire que nous, on leur a donné les grandes lignes, mais c'est eux qui se la sont appropriées et c'est eux qui l'ont opérationnalisé sur le terrain. Voilà. Ouais, bah merci beaucoup, c'est très intéressant comme résultat. Je me demandais si les enseignants dans les 2 groupes passaient autant de temps en face des élèves. Est-ce que par exemple, parce que là du coup on voit qu'il y a un effet effectivement de dissocier, d'amener les nombres après, l'explication du modèle, etc. Mais est-ce que ça ne veut pas dire finalement que les enseignants passent plus de temps à expliquer le problème et que ce n'est pas forcément la dissociation entre modèle et... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce qu'on a eu, c'est qu'au début, les enseignants ont eu du mal à se l'approprier. Du coup, les premières semaines, ils ont passé plus de temps sur une séance et du coup, on fait moins de problèmes que dans le groupe contrôle actif. Comme on donnait des problèmes toutes les 2 semaines, on a une différence qui est significative dans le nombre de problèmes faits. On a eu moins de problèmes faits au final par le groupe expérimental. Et du coup, c'est intéressant. Ouais. Mais le temps passé est le même en fait. Mais... Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport... Est-ce que vous aviez interrogé les enseignants sur leur pratique avant votre intervention au niveau de la compréhension de problèmes? Alors, je suis venue les observer en fait. J'ai rempli la même grille d'observation pour les 2 groupes. Et après, je suis revenue sur une grille d'observation du protocole. Et donc, avant votre intervention, il n'y avait pas un peu de pratique Non, parce qu'en fait, là, ce qu'on fait, c'est dans la pratique des enseignants, il y avait très peu de choses sur la compréhension. Et là, en mettant en œuvre, en fait, le problème sans les nombres, ça amène à d'autres gestes professionnels. Ça chamboule un petit peu tout. Mais ouais. Merci beaucoup.
sans transition, plus nous vous proposons la suite, la deuxième intervention à 2 voix. Emmanuel va commencer et puis je vais poursuivre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette présentation concerne donc l'effet d'une séquence d'apprentissage en résolution de problèmes arithmétiques qui s'appelle R2. Donc, ce sont des problèmes à énoncés verbaux pour des élèves d'école primaire, dans la continuité de la présentation précédente. Et notre présentation s'organise en 4 parties. On va d'abord parler d'analogie et de conception intuitive, c'est des éléments de cadre théorique, et de recodage sémantique, qui est ce sur quoi est fondée l'intervention. Et puis ensuite, on rentrera dans l'intervention elle-même à travers le dispositif R2, et puis on vous présentera des premiers résultats expérimentaux. Alors, tout d'abord, le cadre dans lequel on se situe, on s'appuie sur une faculté cognitive de l'être humain qui est la place de l'analogie. Et tout simplement, l'idée centrale, c'est que l'analogie est une manière d'appréhender la nouveauté en s'appuyant sur du connu. Et c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'un élève, face à une situation nouvelle, a la possibilité de mettre d'évoquer des situations connues, c'est-à-dire de s'appuyer dessus avec un faible coût cognitif et puis surtout un grand pouvoir inférentiel parce qu'on peut bénéficier justement des éléments appris qui relèvent de ces situations connues. Alors, dans ce cadre, eh bien, il y a l'idée des conceptions intuitives. Et les conceptions intuitives, quelle est l'idée défendue? C'est tout simplement qu'une notion mathématique et une notion scolaire en général, mais ici on parle de mathématiques, va être perçue par les élèves, par analogie avec des situations qui sont familières, avec des connaissances qui généralement viennent de la vie quotidienne, pas spécialement du cadre scolaire, parfois, mais pas forcément, et que ce sont ces conceptions intuitives qui vont déterminer les représentations initiales que les élèves vont se faire. Alors les conceptions intuitives, elles sont utiles parce qu'on a vu que les analogies en fait sont vraiment le fondement de la construction des connaissances, et donc si elles n'étaient pas là, ça poserait des difficultés importantes. Elles sont nécessaires même, mais en même temps elles sont limitantes parce que sinon, bien sûr, si les conceptions intuitives étaient pleinement en phase avec les notions scolaires, l'enseignement serait une tâche assez simplifiée. Ce qu'on sait aussi, il y a de nombreux travaux qui le montrent, c'est que ces conceptions intuitives, en fait, elles vont s'imposer. On n'a pas besoin, c'est pas l'enseignant qui a besoin de les évoquer. Elles sont là, elles sont présentes. Généralement, elles sont véhiculées tout simplement par le langage. Elles restent implicites, donc il y a un travail d'investigation qui est nécessaire pour les identifier. On n'en est généralement pas conscient. Et surtout, il y a toute une littérature qui montre qu'elles sont robustes, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à l'enseignement et que, y compris des adultes, y compris des experts, restent influencés par leur conception intuitive. Et quand on parle de conception intuitive, on peut parler aussi de domaine de validité. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir où est-ce que la conception intuitive conduit à la même conclusion que le fait de se référer à la notion scolaire, et puis l'autre partie de cette zone qui est dans l'ombre, qui est une espèce d'angle mort de la conception intuitive, où la notion scolaire conduit à autre chose que la référence à la conception intuitive. Alors, une façon assez simple et un petit peu ludique de l'illustrer, ça c'est un sondage qu'on a réalisé récemment dans le cadre du plan national de formation auprès des référents mathématiques de circonscription français. Et puis on demande tout simplement quel est le mot qui vous vient à l'esprit, quel verbe est-ce qu'on associe avec chacune des opérations arithmétiques. Et vous voyez que là, la cartographie, elle paraît assez évidente, avec l'addition, il y a ajouter, avec la soustraction, il y a l'idée d'enlever, avec la multiplication, l'idée d'augmenter, et avec la division, l'idée de partager. On pourrait commenter en détail, mais je ne le ferai pas, on n'a pas le temps pour cela. Ça approche aussi de la théorie des travaux d'Ephraim-Fishbein sur la théorie des modèles tacites, qui défend cette idée que chaque opération arithmétique, elle est au départ fondamentalement attachée à un modèle tacite qui a les caractéristiques que j'ai énoncées des conceptions intuitives. Alors,
à partir de ce cadre général des conceptions intuitives, on a développé une façon un peu plus fine d'identifier différentes formes de conception intuitive. Et c'est l'idée du cadre AS3 qui différencie 3 formes d'analogie. Des analogies qui sont qualifiées de substitution, d'autres de scénario et les troisièmes de simulation. Et c'est sur ces 3 types d'analogies qu'on a développé l'intervention R2. Alors, la première, l'analogie de substitution. Que signifie le terme substitution? C'est tout simplement l'idée qu'il y a un concept issu de la vie quotidienne qui se substitue à la notion scolaire. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de substitution. Et bien, ça veut dire, en fait, que, comme on l'a vu, on entend additionner et on pense ajouter. Ou on entend soustraire et on pense chercher ce qui reste. On entend multiplier et on pense ajouter plusieurs fois une même quantité. Ou encore on entend diviser et on pense répartir de façon égale et chercher la taille de la part. Pour l'illustrer sur la division, quand on interroge, que ce soit des élèves d'école primaire, des collégiens, même des étudiants à l'université ou des enseignants, eh bien, en fait, la quasi-totalité va spontanément penser à un problème dans lequel on a une situation de partage, dans lequel on cherche la taille de la part. Et puis, si on cherche, par exemple, un problème où diviser avec un résultat plus grand que la valeur initiale, eh bien, cette fois, on se rend compte que ça devient extrêmement difficile parce qu'on sort du domaine de validité de la conception intuitive. Et par exemple, des élèves de 11-12 ans, dans une recherche qu'on a menée, sur 254 d'entre eux, il n'y en a qu'un seul qui réussit. Et puis, la très grande majorité d'entre eux pensent que c'est tout simplement impossible de trouver des situations de division dans lesquelles le résultat est plus grand que la valeur initiale. Même pour les adultes, c'est un vrai défi intellectuel et on se retrouve avec 3/4 d'entre eux qui ne réussissent pas et qui sont bloqués pour diverses raisons. Alors ça, c'est pour la substitution. La seconde forme d'analogie, ce sont les analogies de scénario. Et là, l'idée, c'est de voir en fait la relation qui existe entre les scénarios évoqués par l'énoncé d'un problème et puis certaines opérations arithmétiques qui sont évoquées en priorité par des scénarios à cause des éléments qui sont présents dans l'énoncé. Et donc, on va distinguer 2 cas de figure, des énoncés dans lesquels le scénario va évoquer une opération arithmétique à juste titre, et puis des scénarios où elle ne va pas le faire. Si vous prenez l'exemple où on cherche à inventer un énoncé impliquant 12 pommes et 4 oranges, normalement, ce qui va vous venir à l'esprit, forcément, c'est un scénario de type additif. Vous allez penser combien il y a de fruits en tout. Mais par contre, si on cherche à inventer un énoncé impliquant 12 pommes et 4 paniers, cette fois, on va avoir un scénario de type multiplicatif ou de division. Vous voyez que ça va éloigner de la possibilité de penser, par exemple, combien ai-je de fois de plus de pommes que d'oranges. Donc, avoir des rapports, des proportions, parce que les relations sémantiques entre les entités vont éloigné de la relation mathématique. Donc le scénario de l'énoncé va induire à une certaine structure mathématique qui va être plus ou moins favorable. Et puis le troisième paramètre, c'est l'analogie de simulation. Alors qu'est-ce que c'est que l'analogie de simulation? C'est l'idée en fait que bien souvent, en particulier quand ce sont des petites valeurs numériques, on peut donner à des élèves des problèmes qu'ils vont résoudre sans mobiliser l'opération arithmétique qui est en fait visée par l'enseignant. Si vous avez l'exemple, il y a 11 fleurs dans le bouquet, Sophia en jette 4 qui sont fanées, vous voyez que là, il y a 2/3 de réussite à 6 ans. Et par contre, si on dit à Sophia qu'elle en jette 7, le taux de réussite est 2 fois plus petit. Alors on pourrait se dire, c'est parce que 7 c'est plus grand que 4. En fait, ce n'est pas du tout la raison. La raison, c'est parce que dans le premier cas, les élèves vont mentalement enlever 4 de 11. Et dans le deuxième, ils vont chercher à enlever mentalement 7 de 11, ce qui est plus difficile. Mais on pourrait très bien avoir exactement le phénomène en intervertissant les valeurs. Par exemple, si on disait Sophia a 4 fleurs, on lui en offre encore, maintenant elle en a 11, là, le taux de réussite deviendrait faible par rapport à la situation. On dirait Sophia a 7 fleurs, on lui en offre, maintenant elle en a 11. Donc vous voyez que c'est un effet de simulation mentale et pas de taille des nombres. Alors en croisant les différents facteurs qu'on a évoqués ensemble, vous voyez qu'à chaque fois on peut avoir une concordance ou une discordance pour ces 3 formes d'analogie. Donc on peut être dans la concordance pour la substitution, le scénario et la simulation, et puis on peut avoir tous les cas de figure, ce qui laisse 8 sortes d'énoncés qu'on peut construire en adoptant ce cadre. Alors
On peut signaler que lorsqu'on fait une analyse des manuels scolaires, donc on a mené avec Catherine et notre collègue Caliste Cheblinksev une étude des manuels scolaires, et on s'est rendu compte en fait que la distribution des discordances était très très particulière, c'est-à-dire que souvent en fait c'est pas un paramètre qui est intentionnellement pris en compte par les personnes qui rédigent les manuels scolaires, et donc d'une certaine façon ce sont des opportunités de configuration de problèmes qui ne sont pas explorées, qui pourtant peuvent être potentiellement intéressantes à explorer justement. Alors, l'intérêt d'introduire de la concordance et de la discordance, eh bien, c'est de pouvoir s'appuyer sur les situations qui sont faciles pour aussi favoriser une montée en abstraction qui rend possible la résolution des situations discordantes, celles pour lesquelles c'est difficile. Et ça, on le fait en s'appuyant sur de la comparaison entre des situations concordantes et des situations discordantes. Plus précisément, on va comparer, on va avoir des situations où on fait reformuler les élèves, d'autres où on va s'appuyer sur des outils qui modélise la situation. Et oui, on va chercher en général les liens qui existent entre les entités de l'énoncé pour soutenir. On retrouve l'idée de la compréhension qui est aussi cruciale dans R2, avec l'idée en fait que ce qui est les conceptions intuitives, il s'agit d'en élargir le champ d'application, c'est-à-dire que l'élève ne quitte pas l'intuition, mais que l'intuition se mette à recouvrir aussi des situations discordantes. Alors pour ce faire, on s'appuie aussi sur des outils de modélisation des situations, certaines qui mettent l'accent sur les dimensions ordinales des nombres en jeu dans l'énoncé, enfin des situations plutôt, d'autres sur les dimensions cardinales. Alors ça c'est le schéma ligne et la boîte à nombres, et puis d'autres outils cette fois pour les structures multiplicatives où on fait appel à ce qu'on appelle le nombre rectangle qui permet de mettre l'emphase sur le caractère commutatif de la multiplication qui n'est pas du tout évident par rapport à la conception intuitive de l'addition répétée. Et on en arrive à cette idée de développer une progression pédagogique pour laquelle je passe la parole à Catherine. Merci. Donc, fort de ces constats, c'est-à-dire à la fois une hétérogénéité des discordances et certaines insuffisances, enfin des types de problèmes qui sont particulièrement sous-représentés dans les manuels scolaires français, dans les ressources donc proposées aux élèves et utilisées par les enseignants, nous avons donc fait le choix d'ouvrir de générer ce projet de recherche. Donc R2, c'est analogie intuitive, recodage sémantique et résolution de problèmes, et qui s'articule autour de deux pôles principaux. C'est les effets d'une progression pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'en proposant un travail sur l'ensemble de des 8 types de problèmes pour les 4 notions arithmétiques visées, donc addition, soustraction, multiplication, division, en appui sur cette approche qui consiste à travailler la compréhension avec le recodage sémantique, c'est-à-dire en travaillant avec les élèves sur leur compréhension, en appui aussi sur des schémas. Alors, on voit le contraste avec votre approche, puisque Bruno Villette a travaillé sur ACE comme avec Emmanuel Sander et Gérard Sansevi. Et puis, en fait, c'est un peu notre recherche socle ACE. Et de là est généré R2 qui s'appuie sur les premiers résultats, sur les résultats de cette recherche. Et puis, vous aussi, vous en êtes une émanation. Puis, on a pris des directions différentes, puisque nous, par contre, on utilise uniquement ces 3 mêmes schémas et les élèves n'ont pas la possibilité d'aller chercher autre chose, en tout cas ne sont pas invités à le faire, mais au contraire on veut voir si ces outils-là, en utilisant la reformulation et la verbalisation guidés par l'enseignant, sont des leviers pour mieux comprendre les énoncés et pour dépasser ces obstacles de l'intuition. Et donc pour cela, on a donc travaillé sur ces 2 axes, c'est-à-dire avec une recherche qui se veut écologique, c'est-à-dire comme vous finalement, en utilisant les contraintes institutionnelles, le volant de formation continue annuel et le format constellation mathématique. Et nous, on n'entre pas du tout dans les classes, c'est-à-dire qu'on travaille à former les enseignants en amont dans le format constellation, donc avec 4 demi-journées, enfin 12 heures en tout cas de formation avec eux, 4 demi-journées en partenariat avec les conseillers pédagogiques de circonscription. Et donc c'est
les enseignants qui travaillent avec leurs élèves. Donc, ils sont formés à l'approche, à l'analyse des énoncés selon les caractéristiques concordance-discordance, et puis à cette approche de recodage sémantique et à l'utilisation des outils de modélisation. Puis, donc, il y a des formations un peu plus théoriques en début de projet, et puis ensuite, on travaille en collaboration, en accompagnement, en partenariat, tout au long des 15 semaines d'apprentissage. Alors, là, ce que je vous présente, c'est un peu l'emboîtement des différentes recherches R2, puisqu'on a commencé en 2020-2021 l'étude 1 avec 34 classes en France et 2 à Genève, dont là je n'ai pas parlé, avec un format 5 semaines, 10 séances d'apprentissage, donc extrêmement dense. Et dans ces 10 séances, on ne pouvait traiter que addition, soustraction, multiplication. Donc on s'est plié à ces contraintes-là qui étaient incompressibles et avec un pré-test égal au post-test. Les élèves passaient 2 fois le même, du CP au CM2, donc en Suisse ça fait 3P, 7P. Et le CE1, CM2, multiplication, alors que sinon c'était que du champ additif. Et ce qui aboutit à une publication centrée sur le CM1 parce que c'était voilà, il fallait faire des choix. Et donc on a recueilli des résultats qui étaient encourageants, ce qui nous a permis de poursuivre, c'est-à-dire que les élèves avaient progressé. Alors qu'il n'y avait que 10 séances et 5 semaines. Les élèves de CM1 avaient progressé sur les 3 concepts, addition, soustraction et multiplication, avec des progrès vraiment remarquables sur la multiplication, mais ils n'avaient pas traité de la division. Donc on constatait des progrès, on constatait même qu'il n'y avait plus d'écart entre les CM1 en post-test et les CM2 en pré-test. Donc, c'est une première étude qui était exploratoire et qui avait encore méthodologiquement des éléments perfectibles. Donc, nous avons poursuivi avec l'année suivante. Nous avons fait le choix et là, nous avons eu cette possibilité d'étendre la séquence, c'est-à-dire non plus 10 séances, mais 15. Évidemment, avec de la division cette fois, pas au CP, mais au-delà. Toujours le même format constellation, avec une montée aussi des effectifs, tant en France qu'en Suisse, avec un post-test et un pré-test différents, c'est-à-dire que les élèves qui passaient leur pré-test CP, ils passaient un post-test qui était le pré-test CE1, en faisant l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de différence significative entre le post-test CP et le pré-test CE1, c'est-à-dire que voilà, les élèves auraient progressé de manière vraiment significative. Et donc, addition-soustraction pour tout le monde, champ additif, et multiplication-division, champ multiplicatif à partir du CE1. Donc là, nous avions pour la première fois des classes contrôle, mais uniquement en post-test. Et pour pouvoir se donner une chance de comparer, on a utilisé l'IPS dont on a pu parler ce matin dans le symposium sur les maths aussi, donc l'indice de positionnement social, qui nous montrait que, après analyse, notre groupe contrôle et notre groupe expérimental n'étaient pas différents, donc étaient comparables sur ce plan-là. Et puis d'autres épreuves que des maths, c'est-à-dire du français et des tests de raisonnement. Alors, ce sont des résultats qui sont encore en train d'être traités. Donc là, je vous présente vraiment un peu des résultats bruts, c'est-à-dire des pourcentages de réussite au test global. Mais dans ces tests, il y a tout. Il y a les 2 ou 4 notions, et puis toutes les discordances et concordances possibles. Donc, c'est vraiment des scores qui sont très composites, et il va falloir aller chercher dedans pour affiner. Mais déjà, juste comme ça, avec des résultats assez brut, on se rend compte que les CP ont significativement progressé, les CM1 et les CM2 aussi, alors que le post-test est plus difficile que le pré-test. Après, il va falloir faire du tri là-dedans, parce que, vous voyez, les CE1 ne semblent pas avoir progressé significativement, et les CE2 semblent même... enfin, on ne peut pas dire qu'ils ont régressé, puisque le post-test est plus difficile que le pré-test, mais ils ont des caractéristiques, ces tests, c'est-à-dire qu'au CE1, par exemple, déjà, au CP, il y a des items multiplicatifs, alors qu'ils ne les ont pas travaillés, et ils font partie de ces 53,15%. Donc, il va falloir les enlever, ce qui va encore majorer l'écart. Mais au CE1, il y a du champ multiplicatif non simulable.
dont on a vu avec Emmanuel, que c'était un critère extrêmement puissant de discrimination sur la performance, parce que les élèves vont être obligés de passer par du calcul multiplicatif et de division, alors qu'ils sont au CE1 et qu'ils n'ont pas vraiment encore travaillé ces notions-là. Donc, c'est pour ça que ces scores vont devoir être affinés. Et au CE2, ils ont en post-test des énoncés du champ additif qui ne sont plus simulables. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer par des faits arithmétiques, ce qui n'était pas le cas au pré-test. Donc, eux, ces 2 degrés-là ont particulièrement des post-tests difficiles. Je dois passer très vite, je crois, mais ce tableau était pour montrer que pour les CP ont significativement progressé sur l'ensemble des énoncés, concordants comme discordants sur les 3 plans. Et puis, excusez, mais c'est indigeste, mais très brièvement, on regarde le vert, on regarde le rouge et le cadre. Et donc, au CE1, on voit bien que ce qui bouge, ce rouge qui apparaît, qui fait sortir le score global comme non significatif, mais en fait, il s'ancre dans le champ multiplicatif, et ce champ multiplicatif qui introduit des énoncés non simulables, donc faits arithmétiques, alors que ce sont des habiletés qui sont encore fragiles chez ces élèves-là. Et de la même manière, au CE2, dans le champ additif, on les a privés du recours à la simulation mentale. Il n'y en a plus d'énoncés non simulables, et donc c'est ce qui fait vraiment chuter leur score. Donc, encore une fois, ce sont vraiment des résultats provisoires. Et quant à nos hypothèses au CP en poste, on équivaut les camarades du degré du dessus en pré, eh bien, on se rend compte que là, tout de suite, avec des résultats bruts, ça n'est pas vrai pour le CP, mais il y a du multiplicatif dans leur score. Par contre, au CE1, au CE2 et au CM1, on valide cette hypothèse, c'est-à-dire qu'effectivement, ils atteignent les performances du niveau supérieur, et même au CM1, ils dépassent significativement les performances des élèves de CM2. Donc, il n'y a pas de miracle en éducation, on a bien entendu, et dans la recherche en éducation. Donc, c'est pas ça évidemment, c'est pas ce qu'on met en avant, mais en tout cas, c'est encourageant. Et actuellement, on est en train de récolter donc, il faut qu'on termine cette étude, et puis maintenant, il faut qu'on traite la 3e étude, où on a engagé plus de classes et des classes contrôle qui vont cette fois passer un pré- et un post-test, comme l'ont passé les classes expérimentales. Donc en France, à Genève et dans les écoles françaises de la zone Afrique australe et orientale. Donc là, ça a été une formation uniquement par Zoom, mais également de 4 demi-journées. Et on va voir ce qui va sortir de cela. Mais avec donc des mesures différentes et peut-être plus verrouillées au niveau de la méthodologie. Voilà, pareil, comme Ingrid, on vous a mis des ressources à la fin. Merci. Soit ça a été très clair, soit ça a été trop vite. Tout à l'heure, peut-être. Oui. Non, juste pour faire référence aussi à la présentation d'avant, est-ce que vous avez regardé si ce type d'intervention a un effet différentiel en fonction du niveau des enfants? Est-ce que, par exemple, ça bénéficie plus à ceux qui sont en difficulté ou pas? Ou est-ce qu'il y a une interaction dans ce oui, est-ce que vous voulez le faire? Oui, alors voilà. Je peux faire une déclaration d'intention aujourd'hui. Ça sera dans la suite des résultats, de manière à les affiner. En tout cas, on n'a pas une approche REP hors REP, tout simplement parce que les enseignants volontaires ne faisaient pas partie des REP à ce moment-là, parce qu'aux constellations, avec les conseillers pédagogiques, on a fait une présentation. Vous savez que la constellation, c'est les enseignants, ça doit partir des besoins d'équipe. Et donc, on est allé présenter 2 projets et on est allé travailler avec ceux qui avaient choisi de travailler avec R2. Et il se trouve qu'il n'y avait pas d'école REP. Il y en avait à Genève l'année dernière, beaucoup. Par contre, on n'avait pas en face l'équivalent hors REP.
Donc voilà, on est en train de voir comment on peut faire parler ces résultats alors qu'on n'a pas exactement l'échantillon rêvé pour tout dire. Donc en fait, on ne va pas tout dire. Mais l'idée de fait-on plus progresser les élèves faibles est évidemment une question qui nous obsède un peu et on voit dans ce qui nous est présenté que ça résiste fort, ces élèves faibles, qu'on a du mal à aller faire progresser, en tout cas les enseignants, sans le traitement des données, juste comme ça, de leur place, enfin, qui est fondamental évidemment, mais avec leur échantillon, leur classe, disent on a l'impression que les élèves très en difficulté restent très en difficulté, mais après il faut qu'on aille regarder de plus près. Il faut savoir qu'on a sorti personne de l'effectif, c'est-à-dire que les élèves 10, les élèves avec une aide dyspraxique, enfin on a sorti personne, hormis les élèves qui n'avaient pas passer tous les livrets des pré- et post-tests, parce qu'on voulait vraiment avoir l'image exacte de chaque côté. Mais personne n'est sorti. On a des élèves qui sont à 0 au pré-test, par exemple. Donc, voilà. Merci. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour la conservation pré- et post-test dans la première expérimentation? En fait, sont les mêmes pré- et post-test? Oui, c'est parce que pour s'intéresser particulièrement au CM1, c'est ça. Eh bien parce que les CM1 avaient passé, la CM1 et les CM2, parce qu'au début, tout démarrage, quand on conçoit le projet, on le conçoit cycle 2. On se dit, c'est là qu'on entre dans l'apprentissage formel de ces notions. C'est là qu'il faut aller éviter de renforcer les conceptions intuitives. Donc on va se formater quelque chose, CP, CE1, CE2. Et puis les constellations ne sont pas faites comme ça. Et quand on arrive pour présenter, les enseignants de cycle 3 disent, bah, nous on veut partir en équipe avec eux. Et bon, alors on dit, bon, ok, on embarque tout le monde, donc on retravaille notre progression, mais on la retravaille en faisant CM1, CM2 ensemble. En plus, on démarre sur des terrains un peu, sur des territoires plutôt ruraux dans la Drôme au départ, en France, et donc avec plein de classes à multiniveau, 2, 3, plus. Donc, on se dit finalement, c'est pas plus mal pour les enseignants qu'en CM1, CM2 de faire une seule, parce que c'est aussi une question. Comment font les enseignants pour conduire ces séances sur des niveaux multiples alors qu'il n'y a pas les mêmes progressions? Bon, ils savent très bien faire, mais bon, c'est quand même une question. Et donc, pour CM1, CM2, même progression. Et donc, même pré-test, même post-test. Donc, au moment de la rédaction de l'article, parce qu'on n'avait pas plus de groupe contrôle que ça, c'est-à-dire qu'on considérait que le degré du dessus allait servir de groupe contrôle au degré du dessous, c'est pas idéal en termes de design expérimental. Alors que pour les CM1, on avait les CM2 qui pouvaient servir de contrôle et on avait une baseline. C'est pour ça. Après, on a quand même traité tout le reste avec des résultats très intéressants, mais moins solides méthodologiquement pour une publication. Et donc, on se disait, on fera mieux la prochaine fois. Donc, voilà, on a le CM1. Et ça nous a servi pour changer le design des deux R2 suivants. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. Alors, comment? Je vais, oui, ou avec ça ou avec ça, comme vous avec ça. Alors, donc. Là, on change un peu de, comment je dirais, de discipline de recherche et du coup de méthodologie, enfin tout ce qui va avec. Alors je ne sais pas trop avec quoi vous êtes familiarisés, mais là on va avoir 2 exposés en didactique des mathématiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces quelques points que je voulais vous indiquer. Parce que je pense que le public n'est peut-être pas tout à fait habitué à nos types de recherche. Donc, en didactique des mathématiques, la résolution de problèmes, c'est vraiment au cœur des études didactiques. Alors, appelée résolution de problèmes ou avec d'autres termes, mais en tout cas, c'est au cœur des études didactiques. Notamment, on utilise, nous, depuis très longtemps, les travaux de Vergniaud sur les problèmes additifs et multiplicatifs. Mais on a aussi d'autres théories. La résolution de problèmes, c'est important pour les apprentissages, ça c'est plus vaste que la didactique des mathématiques, Piaget l'a affirmé. Et puis, dans les prescriptions institutionnelles, la résolution de problèmes est aussi très fortement mise en avant. Alors, nous, on considère que la résolution de problèmes, ça peut être
soit un outil pour les apprentissages, c'est-à-dire pour apprendre des notions mathématiques comme l'addition, la multiplication, etc., on va les apprendre avec la résolution de problèmes et avec la résolution de problèmes comme critère pour dire qu'on a appris aussi. Mais la résolution de problèmes, elle peut être aussi objet d'apprentissage, c'est-à-dire objet d'apprentissage dans le sens où on va travailler la résolution de problèmes en elle-même pour apprendre de la résolution de problèmes. Ça, c'est quelque chose d'assez important et on va un petit peu changer parce que justement, la thèse de Stéphane, elle porte davantage sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes comme ceux dont on vient de parler, mais qui sont davantage problèmes objets d'apprentissage. Donc, ça, j'expliquerai mieux si pour vous, c'est pas clair. On a aussi en didactique des mathématiques, actuellement, on se rend compte qu'il y a un besoin de faire des recherches vraiment sur les élèves, parce qu'on a fait beaucoup de recherches sur les enseignants, et on revient un peu à faire des recherches sur les élèves pour mieux comprendre comment ils résolvent des problèmes. Et puis du coup, il y a aussi des études sur les aides à apporter et sur comment outiller les enseignants pour la résolution de problèmes. Voilà, je voulais juste vous situer ça. Deuxième chose que je vais dire, mais vraiment très rapidement, c'est que même si on dit que la résolution, et du coup ça sera une de mes questions après, même si on dit que la résolution de problèmes c'est préconisé par les programmes, etc., que c'est bien pour les apprentissages, eh bien dans une enquête qu'on a faite il y a pas très longtemps sur les pratiques enseignantes, on voit que la résolution de problèmes, elle n'est pas si intégrée que ça dans les pratiques enseignantes. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Et du coup, ça fera ma question pour... donc, en gros, il y a à peu près 50% d'enseignants qui déclarent faire plutôt souvent, très souvent, de la résolution de problèmes, mais aussi 50% qui déclarent en faire moins souvent. Voilà, donc je vais passer vite sur les problèmes pour apprendre à chercher, c'est pareil, et je te laisse la parole. Donc là, Stéphane va nous exposer, lui, toute sa recherche doctorale, enfin non pas toute, mais non, pardon, une partie de sa recherche doctorale sur les problèmes d'essai-ajustement. Bonjour tout le monde. Donc oui, merci pour ces éléments de contexte parce qu'effectivement, on va rentrer sur des analyses qui sont beaucoup plus qualitatives. Donc le problème sur lequel je vais vous présenter des productions d'élèves, c'est le suivant. Donc il est extrait de documents d'application des programmes de 2005, donc certains parmi vous les connaissent sans doute. Il a été proposé à des élèves de 4P, et donc avec les enseignants, on a travaillé sur l'adaptation des valeurs numériques pour que ça reste suffisamment résistant, mais que ce soit quand même réalisable. Donc je vous le lis rapidement si vous ne l'avez pas déjà fait. Chaque carte de mon jeu représente soit un triangle, soit un carré. Je tire au hasard 15 cartes. Je compte tous les côtés des figures dessinées sur les cartes que j'ai tirées et je trouve 49. À ton avis, combien ai-je tiré de triangles et de carrés? Donc là, ce problème est un problème que certains classent comme atypique. Nous, on considère que c'est un problème qui permet d'apprendre à résoudre des problèmes. Et notamment, il vise cet apprentissage-là qui est de résoudre un problème par ajustement d'essais successifs. Et donc, comment est définie cette manière de résoudre les problèmes? Donc, l'idée, c'est que l'élève caractérise un premier essai qui soit solution potentielle du problème. C'est important de préciser que c'est solution potentielle du problème parce que ça démarque ce genre d'essai des essais d'une démarche de type expérimental où, en fait, l'idée, ça va être de faire un certain nombre d'essais qui ne sont pas forcément solution du problème, loin de là d'ailleurs, pour après pouvoir repérer des régularités et puis émettre des conjectures. Donc là, potentiellement, les essais qui devraient être tentés peuvent être solution du problème. Ensuite, on a suffisamment de données dans le problème pour pouvoir tester cet essai et s'assurer de la validité ou pas. Donc, si l'essai est valide, c'est une ou la solution du problème et cette solution, elle est prouvée par ostension. Et puis, si c'est invalide, l'invalidation et l'interprétation de la rétroaction de manière efficiente doit permettre soit de caractériser un autre essai qui devrait être plus proche de la solution, voire la solution elle-même, soit de faire évoluer la représentation du problème. Donc c'est ce genre d'aspect qu'on va pouvoir illustrer par la suite. Donc pour vous dire en 2 mots la méthode d'analyse de la dynamique des essais, l'appui c'est celui de Jean Julot qui disait que lorsque nous cherchons à résoudre un problème, nous construisons progressivement une certaine représentation de ce problème
et il a mis en avant 3 processus. Alors, il les a mis en avant par certains dysfonctionnements, en fait. Les processus majeurs, donc c'est les 3 principaux processus qui met en avant, c'est le processus d'interprétation et de sélection. Donc là, le dysfonctionnement, c'est que les élèves vont soit ajouter des contraintes qui ne sont pas présentes dans l'énoncé, soit ils vont omettre des contraintes ou des données du problème qui vont faire qu'ils vont peut-être arriver à une solution plus rapidement parce qu'ils ne prennent pas en compte toutes les données du problème. Le processus de structuration, c'est l'idée en fait, c'est de ne pas concevoir ça comme un enrichissement progressif au fur et à mesure de la résolution et puis qui aboutit à la bonne représentation, mais plutôt considérer que quand l'élève a interprété et sélectionné des informations, ça constitue un tout, un fonctionnement en soi et que ce fonctionnement-là, soit il permet d'avancer, soit il va falloir le remettre en cause pour restructurer le problème d'une autre manière. Et puis le dernier processus, c'est le processus d'opérationnalisation. Donc c'est celui qui va permettre de passer à l'action, que ce soit une action effective, comme faire un dessin, commencer des calculs, ou d'une action mentale, comme faire des déductions par exemple, ou élaborer un plan. Et donc, les essais que je vais vous présenter, on imagine, enfin, c'est pas on imagine, c'est qu'on fait l'hypothèse, ce sont des traces visibles du processus d'opérationnalisation de la représentation du problème, et ces traces s'expriment à l'aide des registres de représentation sémiotique de Duval. La production qu'on va analyser, c'est celle-là. Dans les dias suivantes, chaque fois que vous verrez la police rouge, c'est des éléments qui sont en lien avec la représentation du problème. Lorsque ce sera en marron, c'est ce qui est lié aux validations, invalidations et aux interprétations des rétroactions. Et puis en bleu, ça sera des éléments pour préciser la manière dont les élèves ont ajusté. Donc c'est un groupe de 2 élèves composé de Iris et Natacha. Et avant de rentrer là-dedans, juste pour vous montrer que en fait, le corpus est un petit peu plus large qu'un groupe d'élèves, c'est que ces données, elles viennent de 2 classes de primaire en 4P, elles viennent aussi de 2 classes de 8P et puis 2 classes de 10e. Les conditions de passation, c'était contexte habituel de la classe, il n'y a pas d'intervention du chercheur dans le déroulé de la séance. La séance était menée par l'enseignante. Les données qui ont été recueillies sont des données audiovisuelles, mais qui étaient recueillies avec une caméra embarquée sur la tête des élèves. Donc ça permettait d'avoir accès au plan de travail des élèves, aux échanges qu'ils pouvaient avoir vu qu'on avait le son, et puis on avait aussi toutes les manipulations, on avait même ce qu'ils effaçaient quand ils ont été amenés à effacer. Et sur l'organisation du travail, chaque élève travaillait seul dans un premier temps pendant quelques minutes, et puis après ils étaient mis en groupe de 2 ou 3 selon les classes. Donc je vous redis, c'est cette production qu'on analyse. Donc sur la phase de travail seul, Iris a produit un premier essai où elle a dessiné 15 cartes vierges, et puis après elle a complété, elle a commencé parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir, mais elle a commencé par compléter par des carrés ou des triangles. Et donc sur ce petit bout d'essai qui n'a pas été finalisé, on voit en tout cas qu'elle prend en compte les 2 grandeurs de manière simultanée, ce qui n'est pas le cas pour Natacha qui, de son côté, a écrit une longue addition. Et dans cette longue addition, on peut voir qu'elle a pris en compte, elle a rajouté une contrainte supplémentaire qui est cette alternance de un triangle, un carré, etc. Et elle s'arrête dès qu'elle a obtenu 49, mais en fait, il n'y a que 14 cartes, il n'y a pas 15 cartes. Donc elle a un traitement d'une seule grandeur et pas les 2 grandeurs de manière simultanée. Une fois que l'enseignante leur a demandé de se mettre en groupe, elles ont complété l'essai d'Iris à partir du nombre de figures, du nombre de triangles et de carrés qu'il y avait dans l'essai de Natacha. Et donc là, elles ont pu se rendre compte qu'il manquait une figure. Donc elles ont invalidé leur essai sur le nombre total de cartes. Et elles ont réalisé un nouvel essai. Et là, en fait, il s'est rajouté quelque chose, c'est que c'est Iris, donc la jeune fille qui était sur le haut de la dia précédente, elle explique à sa copine, mais en fait, dans l'énoncé, on nous dit c'est tiré au hasard, et en fait, elle dit qu'il faut qu'on fasse ça les yeux fermés. Et donc, dans toute la suite, elles ont dessiné 15 cartes vierges, et puis après, elle fermait les yeux, puis elle lui disait, tu me dis quand je suis dans la carte, et puis après, elle dessinait le triangle ou le carré. Donc, ce qui explique pourquoi certaines figures sont un petit peu en limite de cartes, voire carrément en dehors des cartes. Et si on regarde de plus près dans cet essai-là, on voit qu'il y a un conflit entre les 2 manières, les 2 représentations des élèves. Sur la première partie, on voit qu'il y a bien
cette répétition de un triangle, un carré, donc elle prend en compte la représentation de Natacha, et puis après, ça déraille un peu, on va dire, puisqu'elle se permet de mettre deux figures identiques consécutivement. Et dès qu'elle commence à faire ça, d'ailleurs, tout de suite, Natacha lui dit mais c'est grave si on fait deux triangles consécutifs. Donc elle ne tient pas compte de cette remarque, elle va quand même au bout. Elle se rend compte qu'il n'y a pas assez de côtés, ou il y a trop de côtés, je ne sais plus. Il y a trop de côtés, oui. Et puis tout de suite, Natacha lui dit, je t'avais dit que ça ne jouait pas. En référence au fait qu'il ne fallait pas faire deux figures consécutives. Donc là, on voit que l'interprétation de la rétroaction se fait bien à la lumière d'une contrainte qui a été non respectée, mais une contrainte qu'elles se sont rajoutées. Ensuite, elles font un nouvel essai qui est construit de la même manière, c'est-à-dire les yeux fermés. Elles commencent par dessiner 15 cartes vierges, et puis ce coup-ci, elles alternent vraiment une figure de chaque catégorie, et elles invalident une fois de plus sur le nombre total de côtés. L'ajustement qui suit, c'est, on avait 53, elles barrent le dernier carré, ce qui leur permet d'arriver à 49. Et là, d'un point de vue de la représentation du problème, il y a un traitement des données qui est successif. On n'a pas les deux grandeurs de manière simultanée. Et puis, on a une nouvelle structuration de la représentation du problème, qui se fait à partir de la connaissance de la représentation des nombres sous la forme des traits pour représenter les dizaines et puis des points pour représenter les unités. Je crois que je n'ai pas repris, mais en fait, elle dit oh, tu sais, on a vu quelque chose avec les nombres, et puis elle fait ce dessin-là. Donc, c'est des choses qui sont assez classiques dans les classes. Et à partir de là, elles entourent 3 points ou 4 points, et puis elles écrivent un triangle ou un carré à côté. Et donc, elles vont au bout de ce premier essai-là, elles invalident sur le nombre total de cartes parce qu'elles arrivent à 13 ou 14 cartes, je ne sais plus. Et puis elles refont un essai de la même manière. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce registre de représentation sémiotique, il a quand même un certain potentiel pour jouer de manière simultanée sur les deux grandeurs. Mais en fait, il n'est pas compatible avec leur manière de se représenter le problème. Et donc, elles ne l'exploitent pas du tout. Et ce qui fait dire à Natacha, bon, maintenant, on fait un calcul, quoi. Rassurez-vous, on va s'arrêter au 8e essai, mais il y en a beaucoup plus. Ensuite, donc, nouvel essai, elle passe sur un calcul, donc il y a bien 15 termes. On revient sur l'alternance d'un terme de chaque catégorie. Et donc, on voit que même si on a fait des changements de registre, des nouvelles structurations, cette structuration du problème il faut que ce soit une figure de chaque, elle est vraiment prégnante, elle est tenace. Elles invalident une fois plus cet essai-là, et puis c'est à ce moment-là qu'elles disent bon, on doit faire 15, mais pas comme ça, on va faire 3, 3, 3, 3, sous-entendu plusieurs fois la même figure. Ce qui va donc les amener à faire évoluer leur représentation du problème. Là, ça va tenir après. Elles vont vraiment abandonner cette alternance. Elles refont un essai, elles invalident. Bon, je vais arrêter là. En fait, l'enseignant va arriver sur ces entrefaites. Elles vont échanger un petit peu. Il va y avoir une régulation qui ne va pas être décisive et elles ne vont pas aller plus loin, que ce soit sur la représentation du problème ou sur la découverte de la solution. Quelques constats ou quelque chose à retenir. D'une part, c'est que tous les essais, comme on pourrait l'imaginer, ne sont pas le fruit d'ajustements des essais précédents. Certains essais permettent de faire évoluer la représentation du problème. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément évident en tout cas, on parlait de conception intuitive tout à l'heure. Je pense que dans la conception intuitive, on se dit que, en tout cas, les enseignantes que j'ai pu observer, pour elles, c'était clair qu'on faisait des essais et que les élèves s'appuyaient sur les essais précédents pour faire le suivant. Eh bien, pas du tout, pas tout le temps en tout cas. C'est un petit bout d'exemple qui montre la ténacité de la structuration du problème qui s'exprime au travers de différents registres de représentation sémiotique. Donc là, d'un point de vue enseignement, on se dit que finalement, quand on leur demande de faire un dessin ou de faire ceci ou cela, c'est intéressant, mais s'il y a quelque chose qui est mal structuré ou mal compris, on peut leur demander différentes représentations. Il y a peu de chances que ça évolue. En tout cas, c'est peut-être pas le levier le plus important à actionner pour aider des élèves en difficulté. Donc là, j'étais plus dans une perspective d'aide à la résolution de problèmes. Et puis, un dernier point, c'est l'interprétation des rétroactions qui ont essentiellement un rôle d'invalidation. D'accord ? Et c'est là qu'une question se pose, c'est est-ce qu'on apprend vraiment aux élèves à produire des interprétations plus efficientes de ces rétroactions ? Et
peut-être qu'il y a quelque chose d'assez assez décisif à voir à ce niveau-là pour justement aller un peu plus loin. Il y a même avec les plus grands, là c'est des élèves un peu jeunes, vous pourriez me dire, ben oui, mais avec les plus grands c'est ok, mais en fait non, c'est pas ok, même avec des élèves de 10e, donc ça doit correspondre à 4e en France, c'est pas évident. Et il y a même des élèves, j'ai un groupe d'élèves où l'élève dit oui, mais ça fait combien? Et puis l'autre lui répond, on s'en fiche, ça fait pas le nombre, donc peu importe que ce soit plus ou moins, etc., ça nous intéresse pas. Et ce résultat-là permet de relativiser l'idée de Stacy qui dit que guess and check is an intuitive strategy available to all. Oui, peut-être que ça fonctionne plutôt bien avec une pesée avec une balance Roberval ou même une balance numérique. Hein, si on a trop, on enlève, etc. On peut ajuster. Ou quand on met un meuble de niveau ou un tableau de niveau, là, on arrive à le faire, ou c'est assez intuitif, mais il n'y a qu'une grandeur qui rentre en ligne de compte. Là, quand on est sur des problèmes mathématiques qu'on donne dans les classes, il y a au moins 2 grandeurs qui rentrent en ligne de compte et ça complique sérieusement le traitement et les interprétations des rétroactions. Et donc, une des pistes, ce serait de faire expliciter et d'institutionnaliser des règles du type, dans mon essai, s'il me manque des côtés, il faut que je remplace des triangles par des carrés. Donc là, on est sur une interprétation qui serait qualitative, c'est-à-dire que je sais si j'ai trop, il faut que je me débrouille pour faire moins. Et puis, je peux être même plus précis, c'est si mon essai a 2 côtés, alors il faut que je remplace 2 carrés par 2 triangles. D'accord ? Ça, c'est un raisonnement d'expert. Et en fait, dans la tête des enseignants, des chercheurs, etc., on pense que les élèves fonctionnent comme ça et que c'est tellement évident, tellement implicite que ça ne vaut pas le coup de le dire. Mais à la lumière de toutes les données que j'ai pu observer, c'est pas du tout évident et c'est pas du tout clair pour les élèves. Il y a vraiment des choses à aller chercher à ce niveau-là. Ce qui est positif, et il faut quand même rester optimiste, c'est qu'il y a des élèves qui arrivent à les construire, ces règles-là, même des élèves de 4P, qui, en faisant plusieurs essais, repèrent des régularités et puis remarquent que si je remplace un triangle par un carré, j'ai un côté de moins, etc. Donc c'est des choses quand même qu'ils arrivent à construire. Et donc ça fait des apprentissages qui sont assez intéressants d'un point de vue mathématique. J'en reste là. Merci pour votre attention. Tout bon? Oui. Donc, ils avaient tous une caméra. Alors, il suffit que un élève par groupe. Un élève par groupe, donc plein de groupes, enfin une dizaine. Comment vous avez choisi ceux qui étaient le plus intéressants? Ils étaient représentatifs, ceux-là? Ils faisaient tous à peu près comme ça? Non, en fait, il y a eu plein de procédures différentes et en fait, on essaie de voir des procédures différentes. Donc, en fait, là, c'est le 3e niveau d'analyse aussi. Et donc, au départ, il y avait 33 groupes qui étaient analysés sur quelque chose sur les épisodes de Schoenfeld, en fait, donc sur les différentes étapes de la résolution. Après, il y a eu une analyse en termes d'heuristique. Donc là, on a réduit un peu le corpus pour que ce soit viable. Et surtout qu'il y avait un double codage. Donc, voilà, il fallait qu'on puisse... il y avait d'autres contraintes, on va dire, qui pressaient et avec lesquelles il fallait qu'on fasse. Et puis, donc sur ces 19 groupes qu'on a gardés pour le 2e niveau, je crois qu'il y a les 19 groupes sur les analyses d'essais et ajustements. Mais dans le choix des 19 groupes, il y avait la diversité. C'est-à-dire que s'il y avait 3 groupes qui faisaient la même chose, et en fait, l'idée, c'était d'en garder un seul. Et puis de garder aussi un nombre proportionnel au nombre de groupes par niveau. Et on peut penser que peut-être c'est une procédure qu'on retrouve souvent, celle que vous avez montrée. Par rapport à quoi? Quelles caractéristiques dans les procédures de recherche des élèves? Non, je ne trouve pas qu'elles soient plus représentatives des autres. Elles sont très différentes les unes des autres. Okay. Ouais. Parce qu'il y a des élèves qui trouvent très rapidement. Okay. Il y a des élèves qui vont interpréter et puis en quelques essais, ça va être réglé. Il y en a qui vont tourner, y refaire des remises à zéro sans vraiment capitaliser sur ce qu'ils ont fait. Il y a des élèves qui vont construire petit à petit justement ces fameuses règles. Donc en fait, non, c'est assez divers. Et là, j'ai soumis un article pour Grand N pour justement montrer un peu comment 2 groupes arrivent à construire des règles
un petit peu plus fine, justement comment ils arrivent à construire à partir de leurs essais. Merci. Merci beaucoup. Je peux te prêter les miennes, mais... Donc ça, c'est la tuile. Tu te vois là, tu dois être là. Oui, c'est ça. Attends. Oh là là, incroyable. Incroyable. Bon, alors c'est bien parce que l'exposé juste avant, ils vont me simplifier la vie. Ils ont présenté 2 slides que je devais présenter. Donc, je vais d'abord vous plonger dans un premier temps dans les classes et auprès de professeurs pour ensuite revenir auprès d'élèves. Donc, ma recherche se situe dans un travail collaboratif qui s'appelle le Léa 2 thèmes, parce que 2 territoires en mathématiques, l'un qui se situe en REP+, à Créteil, et l'autre qui se situe en zone urbaine à Versailles, donc plutôt à la campagne. Comme vous pouvez voir, il y a des écoles de campagne et des écoles plus de ville. Donc ça concerne 16 enseignants, conseillères pédagogiques, avec lesquels nous allons travailler pendant 5 ans. Et d'ailleurs, maintenant, il va y avoir une suite parce qu'on continue de travailler, mais en cycle 2, mais ça, c'est pour... Voilà. Donc, moi, ce qui m'a intéressée particulièrement dans cette recherche, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des problèmes complexes qui sont présentés en didactique des mathématiques comme des agrégats de problèmes arithmétiques, c'est-à-dire... On va dire dans le langage courant, les gens appellent ça des problèmes à étapes. Nous, les didacticiens, on n'aime pas, mais ça vous permet de comprendre ce que je vais vous dire. Alors, lorsqu'on questionne ces enseignantes au tout début du Léa, donc en 2018, donc 2 territoires, des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont en classe de CM1, CM2, et on les questionne. Et les questions qui sont communes sont les suivantes. Quelles aides proposer aux élèves pour qu'ils s'engagent dans une recherche? Ça, vraiment, pour eux, c'est capital. On a des élèves qui ne font rien, qui attendent la correction, etc., etc. Et puis, il y a des questions propres aux enseignants de REP+. Mais comment les aider alors qu'ils ont un tel problème de langue? Et quand on est didacticien, ce genre de questions, ça nous énerve. Parce qu'on se dit, mais non, les maths, c'est pas un problème de langue dans un premier temps. Bon, sauf que quand même, dans les problèmes numériques verbaux, il y a le mot... Voilà. Donc, ça pose forcément des questions liées à la compréhension et à la langue. Et puis, on a fait une enquête dont mes collègues ont déjà parlé, l'enquête PRAESCO. Et cette enquête à grande échelle, avec un échantillon représentatif d'enseignants, sur cet échantillon, seulement 22% des enseignants déclarent ne pas avoir de difficultés lorsqu'ils proposent des séances dans lesquelles les élèves résolvent des problèmes, ce qui signifie que 78% ont des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour les enseignants. Alors, en 1996, Copé et Oudman avaient écrit un texte qui revenait sur ces aides, parce qu'on voyait arriver pas mal d'aides dans les manuels, et c'était des aides plutôt orientées méthodologiques, et en relation, on va dire, avec l'usage de l'écrit, parce que c'est un peu ma recherche, je veux regarder un peu ce qui se passe avec l'écrit. Et ce qu'on proposait au départ dans les manuels, parce que ça ne vient pas du tout des didacticiens des maths, c'était que pour pouvoir comprendre ces problèmes de langue, c'était bien de recopier la question, parce qu'il fallait l'identifier ou l'entourer. Donc, on essayait de dire aux élèves, regardez, l'écrit, vous pouvez l'utiliser comme ça pour identifier une question. Vous pouvez aussi entourer les données utiles pour les problèmes numériques, mais les données utiles pour les problèmes numériques, il se trouvait que c'était les données numériques. Donc, on réduisait le problème à jongler avec les nombres. Et puis, on oubliait dans ces cas-là les données contextuelles. Et pour faire écho à un des exposés, du moment qu'on parle d'orange et de panier, on a envie de voir un contenant et on a envie d'aller vers quelque chose. Donc là, effectivement, ça conduisait, ça poussait à aller vers ces défauts, on va dire, d'enseignement. Et puis, on demande aussi aux élèves de faire un dessin ou un schéma, sauf que jamais personne ne distingue ce que c'est qu'un dessin d'un schéma. Mais on dit toujours dessin ou schéma. On ne dit pas dessin et schéma. On met bien dessin ou. Et ou, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais personne ne vous explique ce que c'est. Et puis, on vous demande aussi de trouver la bonne opération ou de choisir la bonne opération, souvent présentée alors comme une simple traduction ou reformulation d'un langage à un autre.
Et finalement, les enseignants, dans les années 96 et jusqu'à maintenant, avaient assez peu d'aide, à part celle-ci qu'on dénonce, mais on n'a rien proposé à la place qui soit plus efficace. Donc, à défaut de proposer quoi que ce soit de plus efficace, ces aides qui sont jugées inefficaces par les enseignantes, parce que quand je leur ai demandé est-ce que vous faites ça, elles m'ont dit oui, est-ce que vous jugez ça efficace, elles m'ont dit non, mais elles continuent de le faire. Voilà. Donc, alors là je passe parce que je m'appuie sur les travaux de Julot et des différents processus qu'a présenté Stéphane. Et je passe là parce que ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un portrait robot d'un scénario sur la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'est-ce que je vois le plus souvent dans les classes. Parce que je vois le plus souvent dans les classes, c'est la distribution et la lecture de l'énoncé, ou un énoncé écrit au tableau ou projeté, avec quand même, on va essayer de comprendre les mots qui pourraient être mal compris, parce qu'à l'école, beaucoup de mots peuvent être mal compris. Par exemple, un lapin peut être compris comme un animal ayant 2 pattes, parce que la représentation de l'animal, c'est un animal assis sur son postérieur, et donc ça, c'est des mains. Donc, faut valider, voilà. On leur rappelle aussi qu'ils ont le droit de chercher sur leur ardoise ou leur cahier de brouillon sans jamais leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire. Ah si, on leur dit, vous avez le droit de vous tromper. Donc, ça veut dire que quand on va recommencer la résolution de problème, on peut se tromper, on va se tromper. Donc, c'est particulièrement insécurisant. Et puis, on donne des règles. Je dois voir les opérations que vous avez faites. N'oubliez pas la phrase-réponse. Et ça, en termes d'écrit, ce n'est plus un écrit heuristique. Si vous donnez une phrase-réponse, c'est que vous êtes déjà dans un écrit pour communiquer. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà en train de projeter les élèves sur le fait qu'avant même d'avoir cherché, il faut déjà qu'ils communiquent une réponse. Et pour vous aider, vous allez pouvoir faire un dessin ou un schéma. Cette phrase, je l'entends tout le temps. Et une correction est parfois proposée, faite par un élève ou par un enseignant. Et quid alors de l'institutionnalisation? Qu'est-ce qu'on a appris quand on a résolu un problème? Alors, ça, je passe. Alors, avec ce scénario un peu robot, qui peut être un peu caricatural, voilà le type d'écrit qu'on obtient. Donc, j'ai un petit jeu à vous faire. Regardez pas celle-là, ça c'est si j'avais eu le temps, mais là j'ai pas le temps. Alors, on va faire un petit jeu pour vous réveiller, parce que je passe la dernière, alors il faut vous réveiller. Donc vous allez essayer de... Bon, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de prendre de crayon, parce que vous pensez que le problème niveau CM1 que je vais vous présenter, qui n'est qu'un problème additif, ne requiert pas l'utilisation de l'écrit, eh bien, allez-y. Donc il y a 2 classes de CM2. Dans la première classe, il y a 13 filles et 15 garçons. Dans la deuxième classe, il y a 29 élèves. Il y a 32 garçons en tout en CM2. Quel est le nombre de filles dans la deuxième classe de CM2? Donc là, on va dire qu'il y a du discordant, du concordant, il y a tout là. J'ai tout mélangé. Et bien sûr, tout le monde a trouvé la réponse. Vous voyez, c'est tout à fait le même genre de problème que si je vous avais dit, il y a 13 filles et 15 garçons, combien est-ce qu'il y a d'élèves? Non, vous êtes d'accord. Il y en a un, je lis, vous trouvez. L'autre, je lis, vous dites « Oh là, est-ce qu'elle peut relire une deuxième fois la dame? Est-ce que je peux prendre un crayon et un stylo ?» Et c'est à partir de là que je peux avancer qu'à un certain moment, pour outiller la pensée, expression qui vient de Vygotsky, vous allez avoir besoin d'un papier et d'un crayon, parce que ça devient compliqué. Dans le scénario robot donc, que je vous ai présenté, voilà ce que font les élèves. Ils prennent 15 garçons, ils l'additionnent à 29 élèves. Ils obtiennent 44, on ne sait pas quoi. Ah, on a 44. Ah oui, mais on avait 32. Bon, 32, c'est plus petit que 44. Donc, je vais faire 32 plus quelque chose égale 44. Bon, bah, ça fait 12. Ah ben, on a du bol, c'était la bonne réponse, mais c'est carrément faux. Le raisonnement, il est tout faux. Puisque vous avez 32 garçons, ils ont additionné à 12, je ne sais pas quoi, et c'était égal à 44, on ne sait pas quoi. Donc là, il y a ce qu'on appelle un défaut de qualification. Et vous voyez que les élèves sont enfermés dans quelque chose. Il faut que je fasse des opérations, donc je fais des opérations avec les nombres. Je n'oublie pas cette satanée phrase-réponse, je fais une phrase-réponse. Et puis, il y a quand même d'autres élèves, ça c'est le brouillon du milieu, qui vont essayer de reformuler ce qu'ils ont compris. Par exemple, les élèves ont compris qu'il y avait 15 garçons dans la première classe, 32 garçons en tout. Donc, ils se disent, ça, c'est peut-être une expression pour dire 15 pour aller à 32. Et vous voyez, c'est écrit 15 pour aller à 32. Donc là, il y a une reformulation. Et le résultat qui est égal à 27, 17, parce qu'à mon avis, le 2, il a été transformé en 1 en un moment, provient sûrement d'une capacité à faire du calcul réfléchi qui est assez efficace, puisque effectivement, il obtient le 17 garçons de la deuxième classe.
Alors, ces brouillons-là, ils sont issus d'une classe favorisée. Lorsque j'avais proposé ce problème en classe défavorisée, bah là, les stats, ils étaient faciles. Hein, j'avais 90% de feuilles vierges. Il n'y a rien. Donc, on retrouve ce que disent les enseignants, une grande difficulté à s'engager dans la tâche. Donc, toujours en appui sur les travaux de Julot, on s'est dit que pour comparer les effets de notre dispositif entre REP et REP+, ce qu'il faudrait, c'est un peu contrôler. Alors, quand je mets contrôler, vous mettez multitude de guillemets. Les pratiques enseignantes, c'est-à-dire arriver à un scénario de classe qui soit viable à la fois en REP+, et à la fois en REP. Donc il nous a fallu 2 ans pour construire ce scénario qu'on a appelé un environnement spécifique. Alors on l'appelle environnement spécifique parce qu'on part du principe que ça va aider à la construction d'une représentation mentale. Et cet environnement, il va être développé selon 3 axes. L'un des premiers axes va être d'un travail systématique sur les problèmes verbaux basiques qui vont être présentés plusieurs fois par semaine. Un carnet de calcul qui va travailler sur les propriétés des opérations et un scénario qui va être développé en tenant compte de la dimension collective des apprentissages et le rôle de l'écrit pour outiller la pensée. Alors, pour les problèmes basiques, donc les problèmes où on a 2 données qui en donnent une 3e, on a des points de vigilance. On va varier les grandeurs, discrètes et continues. Autrement dit, on va varier le fait qu'on va additionner des fois des billes avec des billes, mais on va aussi travailler sur les kilomètres, sur les heures, sur les masses. On va varier les contextes, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'enfermer sur des paniers et des pommes et des fruits. On va essayer de vraiment varier. On va varier pour des énoncés congruents ou non congruents, ce qui ressemblerait le plus à discordant. Le plus parce que j'ai vu qu'il y avait des petites... Bon. On va varier les modalités de validation. On va jouer sur des validations pragmatiques ou sémantiques. Et on va associer systématiquement un énoncé avec des écritures mathématiques, voire des représentations graphiques. Donc, ça donne ça. Donc là, vous avez un extrait de carnet de problèmes. Donc, vous pouvez lire, par exemple, Éloi a 18 billes, donc ça, c'est une grandeur discrète. Samir en a 4 fois plus que lui. Combien Samir a-t-il de billes? Donc là, tout va bien, on fait 18 fois 4, et voilà. Et puis, vous voyez à côté un petit schéma que l'enseignante propose, parce que ce qu'elle veut, c'est que les élèves commencent à avoir une idée de l'ordre de grandeur. Donc, avant de se jeter dans les calculs, de se dire qui de Éloi ou de Samir va en avoir le plus. Et en fonction de l'ordre de grandeur, la bulle va être plus petite ou plus grande. Et puis, on a aussi des problèmes de type, alors la grandeur continue, Théo pèse 25 kg, Théo pèse 5 fois plus que son chagroute, combien pèse le chagroute? Et là, il y a une espèce de validation pragmatique, c'est que si le chagroute pèse 5 fois 25 kg, c'est pas un chat. Donc, il va peut-être falloir se poser la question, oui, il est gros le chat. Si on le fait dans le sens, comme on voit le 5 fois plus, qu'on multiplie 25 par 5, on va dire qu'il y a un souci. D'où l'idée de vraiment toujours réfléchir, mais là, on les aide par l'énoncé, alors que si on avait mis des âges, encore des âges, si on met la grand-mère et le frère et le petit-fils, la grand-mère va être forcément plus âgée que le petit-fils, mais si on met le frère et des cousins, bah là, ça peut être plus compliqué. Et puis, on a essayé donc, vous voyez, on montre que les additions, les multiplications ici à trous ou les divisions relèvent du même champ conceptuel. Et les enseignantes ont essayé de verbaliser ça. Et la première année, elles ont écrit une multiplication à trous et une division, c'est la même chose. Mais elles étaient très insatisfaites de cette formulation. Et donc, on a cherché à comment on pourrait faire comprendre que multiplication à trous et division, ça relève du même champ. Et donc, on est arrivé à on n'est pas complètement satisfait. Une multiplication à trous et une division expriment la même relation, mais se résolvent différemment. Et donc, s'appuie aussi sur l'usage de signes différents. Dans un cas, il y a le signe multiplicatif. Dans l'autre cas, il y a le signe de la division. Et puis, le degré 3, qui n'est pas du tout entendable pour des élèves de CM, ce serait qu'une opération et son inverse expriment la même relation, mais se résolvent différemment pour le côté plus technique. Donc ça, dans l'environnement, ils font toute une série comme ça de problèmes avant de résoudre des problèmes complexes. Et puis, on a, parallèlement au carnet de problèmes, on a un carnet de calcul. Donc ici, je vous ai montré des exemples où on travaillait sur la configuration rectangulaire. Et une fois qu'on avait travaillé sur la configuration rectangulaire, de les entraîner davantage pour utiliser ce qu'on appelle des propriétés des opérations. Donc ici, associativité et puis commutativité. Donc ça, je passe. Alors maintenant, on va arriver à ce qui nous concerne davantage, c'est-à-dire l'environnement spécifique pour aider à la résolution de problèmes complexes.
Alors, en CM, premier écueil, c'est qu'on ne veut pas que les élèves entourent des données numériques, puisque c'est à ça qu'ils ont été entraînés depuis qu'ils sont en CE1. Donc, on va leur lire l'énoncé et on va leur demander au début de n'utiliser ni stylo ni brouillon, comme l'espèce de test horrible que je vous ai fait vivre et angoissant. Et ils se rendent compte que là, eh ben, ils sont bien embêtés, il va falloir qu'ils utilisent une feuille de papier et un crayon. On fait un échange collectif, malgré tout, pour déjà avoir un premier niveau de compréhension sur l'énoncé, sans le résoudre. On a donné des données numériques, mais comme c'est complexe, ça ne suffit pas pour qu'ils nous balancent une opération. Et puis, la phase 3, on va relire l'énoncé, on va les doter d'une feuille et d'un crayon, et ils vont pouvoir noter ce qu'ils peuvent. Et là, on s'est entraîné à lire suffisamment rapidement l'énoncé pour pas qu'ils puissent tout noter, mais suffisamment lentement pour qu'ils puissent noter ce qui était nécessaire. C'est un vrai art. Une fois que les élèves ont noté, les enseignantes ont appris à hiérarchiser les brouillons et prennent 4 brouillons. Alors, je vous passe les critères, mais on a des critères pour choisir ces brouillons. Et on les recopie au tableau. Et là, on va se mettre à raconter un peu ce que tu as écrit sur le brouillon va m'aider ou pas à comprendre le problème. Et là, ce qu'on a vu, c'est que systématiquement, le 32 garçons, qui correspond à la réunion des garçons de la première classe et des garçons de la seconde classe, apparaissait systématiquement dans la seconde classe. Et ça a un effet de la lecture de l'énoncé, puisque c'est la dernière donnée numérique que l'on a donnée. Donc, ils le mettent dans la deuxième classe assez naturellement, et ils ne s'en sortent pas. Et ils ne s'en sortent pas, la première année, ils ne s'en sortent pas. Par ailleurs, on avait pu noter ce qu'on appelle, nous, des défauts de qualification. Je ne sais pas si ma souris, vous la voyez là. C'est-à-dire que des élèves qui allaient mettre filles, garçons... non, là, il n'y a pas de défaut de qualification, c'est là-haut. Ils mettaient 13 et 15, ils n'avaient pas spécifié que c'était filles et garçons. Et donc, on craignait que sans qualification, à un moment, les filles et les garçons se retrouvent ensemble et deviennent toutes des filles. Ce qui pourrait être très à la mode à l'heure actuelle. Alors, l'environnement spécifique ensuite, la phase... bon, c'est une petite blagounette. La tête de... phase 5, on reprend individuellement les brouillons dans une autre couleur. Et là, une fois qu'on a discuté, une fois qu'on a tout affiché, les élèves sont libres d'ajouter, ou pas, des éléments qui leur semblent nécessaires sur leur brouillon. Puis, ils ont une phase de recherche individuelle et enfin, une confrontation avec ce qu'ils ont fait individuellement avec le reste du groupe. Et pour les élèves les plus avancés, on leur demande d'essayer de faire une grande affiche pour faciliter la communication et distinguer ainsi les écrits pour chercher des écrits pour communiquer. Mais bon, il y a très très peu d'élèves qui arrivent jusque-là. Ça, c'est les affiches de la maîtresse, mais on reviendra plus tard dessus. Voilà. Je passe. Donc là, juste pour la suite, et que vous ayez toute la réponse, que vous ayez les réponses en attendant, ça, c'est un modèle fait dans une classe. Donc, vous voyez les filles et les garçons. La première classe est symbolisée par un rectangle. La deuxième classe est symbolisée par un autre rectangle. Les deux inconnus sont symbolisés par le même symbole, le point d'interrogation, mais qualifié, pour essayer de distinguer les deux points d'interrogation. Et puis, le 32 garçons, il est, on va dire, à sa place, c'est-à-dire à l'intersection de la première classe et de la deuxième classe, ou de la réunion, plutôt, de la première classe et de la deuxième classe. Et puis ensuite, on voit des écritures arithmétiques qui sont proposées et des phrases-réponses. Alors, là, je vous remets l'énoncé. Et maintenant, on va regarder ce qui va se passer 2 années de suite pour les mêmes élèves. Tout d'abord, on a distingué, puisque je vous ai dit, on ne distingue jamais dessin et schéma. Donc, du coup, on a enlevé le mot schéma pour l'instant de notre vocabulaire. Et ce qu'on va appeler dessin, c'est les dessins figuratifs, c'est-à-dire des dessins où il n'y a pas de mise en relation de données. Vous voyez, les dessins de Benoît, il a dessiné une école. Enfin, il ne va pas aller grand-chose avec ça, il dessine un contexte. Rihanna, quant à elle, elle essaie de dessiner toutes les filles, tous les garçons. Donc, c'est une représentation très figurative, mais qui ne la conduit pas du tout à raisonner. C'est-à-dire qu'elle a une bonne représentation du contexte, mais pas du tout des relations entre les nombres. Quant à Marion, qui est la seule élève sur notre paquet de 16 enseignantes, elle, à la première lecture avec stylo, tout de suite, elle fait un tableau où elle classe les filles, les garçons, la première, la deuxième classe et les 32 garçons. Ça, c'était plié. C'est la première sur les 20 fois 16 classes qu'on avait.
Bon, alors on se dit, qu'est-ce qui lui arrive à Marion? Pourquoi c'est la seule qui se distingue? Bon, Marion, sa mère est instite, elle a fait maths sup, maths spé, son père est ingénieur, les 3 frères font des maths. Donc, on se dit, la petite, elle est acculturée à la maison à une certaine forme d'écrit que les autres n'ont pas. Enfin, parce que quand même, 1 sur 20 multiplié par 16, ça fait très très peu. Et puis à côté, on a Douniazade. Et ça, c'est Douniazade, mais l'année 2 de l'expérimentation. Et Douniazade, elle est en REP+. Et vous voyez que le brouillon de Douniazade est très proche du brouillon de Marion. Et par l'usage des flèches et du tableau, on voit que ces dessins se distinguent des dessins figuratifs, et c'est pour ça qu'on les a appelés dessins avec des mises en relation. Et la relation qui nous intéresse le plus, c'est celle qui posait davantage de problèmes, c'est-à-dire où est-ce que l'on met ce 32 garçons. Et là, on voit bien que le 32 garçons, il se retrouve à la réunion des filles et des garçons. Alors, comment Douniazade en est arrivé là? C'est ça que... Alors, on va regarder Douniazade de plus près. Ça, c'est quand elle est en CM1, là. Vous voyez, où il y a du bleu et du rouge. Donc, en CM1, ce qu'elle fait la première année, c'est qu'elle essaie quand même de distinguer où sont les filles et les garçons, le 29 élèves, le 32 garçons. Elle n'a pas de connaissances graphiques pour savoir où mettre le 32 garçons. Mais quand on regarde ensuite ce qu'elle écrit en rouge, malgré tout, elle avait une très bonne représentation du problème, parce qu'elle arrive au bout de son problème, et il est bon. Elle le fait en utilisant du calcul réfléchi, pas à pas, parce qu'elle ne se souvient plus de comment on fait des soustractions. Entre-temps, elle a réappris à faire des soustractions, et l'année 2, on obtient le 2e brouillon, où on voit une représentation qui met en évidence les inconnus, qui met en évidence les relations, et qui montre qu'elle a une meilleure maîtrise du calcul. Et donc là, on se dit, pour Douniazade, on a gagné, notre environnement a eu les effets escomptés. Bon, après, il ne faut pas aller trop vite, parce que ce n'est pas vrai pour tous, hein. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé 140 copies pour regarder comment les élèves organisaient cette prise de notes. Et ce que l'on voit, c'est que... Alors, on les a distingués en K1, K2... et à chaque fois, on regarde où est mis le 32 garçons. Donc, je vous passe ça très rapidement. Mais quelles que soient les représentations spatiales, on voyait sur les K1 au K4 des difficultés à placer le 32. Et c'est ce qui nous a fait dire qu'il n'y avait pas de mise en relation pour ces cas-là. Et je termine. En revanche, pour les autres cas, on a vu là qu'il y avait des... qu'il y avait des mises en relation. Et entre l'année 1 et l'année 2, ce que l'on va voir, c'est que les élèves hors REP vont tous progresser et ne vont plus être dans les cas sans mise en relation, alors que dans les cas de REP+, il n'y a plus de cas sans mise en relation à part 1 ou 2. En revanche, ils ne seront pas forcément plus en réussite parce qu'ils vont avoir des problèmes liés au calcul. Malgré tout, les problèmes calculatoires posent des problèmes à la résolution. Donc, en guise de conclusion, ce que je peux déjà dire, ça, on est en train de l'écrire aussi, nous avons validé des hypothèses sur les relations entre maîtrise du calcul, des structures et des symboles pour améliorer les résultats en résolution de problèmes. L'environnement spécifique a bien permis à tous les élèves de progresser, mais les élèves les plus fragiles restent fragiles, parce qu'en fait, ils passent de faux à faux, même si on voit des progrès. Et puis, on voit des cheminements cognitifs qui restent personnels dans cet accompagnement. Là, je voulais vous montrer en guise de conclusion le brouillon de Lina, qui, elle, faisait des brouillons patates et qui n'avait mené à rien la première année. Mais la 2e année, elle a davantage modélisé, on va dire, sa réflexion. Elle est beaucoup plus à l'aise avec le calcul. Et l'année 2, elle a réussi, tout en gardant des modèles proches de l'année 1, à résoudre le problème. Voilà.